Ma fiancée m'a dit, annule la lune de miel. J'ai besoin d'être avec mon ex. Il traverse une période difficile. J'ai simplement hoché la tête. C'était déjà annulé. Elle ne se rendait pas compte que j'avais aussi annulé le mariage, la réception, et sa place dans ma vie. Puis, la plus grande vérité a fini par éclater. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Tout a commencé ce matin-là, quand la cafetière s'est mise en marche. La tablette familiale s'est allumée toute seule, et j'ai vu, pour la première fois, l'email où notre mariage était devenu la machination de quelqu'un d'autre. J'ai pris une tasse, et je l'ai mise dans l'évier, même si je n'avais pas fini mon café. Tu leur écris souvent, ai-je demandé. À 4 jours du mariage, j'écris souvent à tout le monde, m'a-t-elle rétorqué d'un ton sec. Le fleuriste, le traiteur, la salle de réception, ma mère. Tu veux une liste? Je veux que ton ex ne soit pas la personne la plus importante, dans nos préparatifs. Elle a posé son téléphone face vers le bas, à côté de la tablette. Brynden n'est pas le plus important. Tu es mon fiancé, alors agis comme un fiancé, et non comme un gamin jaloux. Je n'ai pas répondu tout de suite. La douleur m'est parvenue comme une courte brûlure sous les côtes. Dans 4 jours, j'allais lui donner mon nom de famille, un foyer, une vie tranquille, et la bague de ma mère. Et elle défendait son ex, plus vite qu'elle ne me défendait moi. Dans mon métier, j'ai appris les règles depuis longtemps, si un appareil émet un bip inhabituel, on vérifie d'abord tout le circuit. On ne frappe pas sur le boîtier, et on ne ferme surtout pas les yeux. Je passerai à l'atelier après la banque, ai-je dit. Ensuite, je vérifierai les factures de la salle. Marisol a repris son téléphone. Vérifie-les, si ça te rassure. Elle est allée dans la chambre, et je suis resté dans la cuisine, avec un dossier noir et une tablette. C'était une tablette familiale commune, que j'avais achetée pour la maison. Dessus, nous regardions les factures, les emails de la salle de réception, les listes d'invités et les plannings des prestataires. Nous connaissions tous les deux le mot de passe. Pas de piratage, juste notre espace partagé sur le comptoir de ma cuisine. L'écran s'est allumé tout seul. Un email venait d'arriver. La barre de notification affichait le nom du lieu, et une courte ligne, confirmation de contribution caritative. Je n'ai pas pris la tablette tout de suite. D'abord, j'ai sorti le contrat imprimé du dossier. Ma copie indiquait la compte pour la salle, le service, la nourriture et le nettoyage. Il n'y avait aucune contribution caritative là-dedans. Je me souvenais exactement du montant pour la salle, car j'avais moi-même transféré l'argent. J'ai touché l'écran de la tablette. L'email s'est ouvert depuis le compte de messagerie partagée du mariage. En haut, une salutation formelle. En dessous, des remerciements pour avoir participé à un programme d'assistance spéciale, destiné à une fondation familiale locale associée au lieu. Le montant était de 3200 €. En bas, la signature de l'administrateur, et en copie, Brynden Slatt. J'ai lu l'email 2 fois. L'argent était qualifié de contribution volontaire, mais la phrase pour maintenir le tarif préférentiel de la salle rendait le caractère volontaire bien étrange. Si vous ne payez pas, la réduction disparaît. Et tout cela apparaissait à 4 jours du mariage. La voix de Marisol m'est parvenue depuis la chambre. Caden, as-tu vu mon sac beige dans le couloir, près des cartons? Merci. Sa voix était légère, domestique, comme s'il n'y avait pas, sur le comptoir de la cuisine, un email qui sentait le piège à plein nez. J'ai ouvert le fil de discussion. Le lieu de réception ne se contentait pas d'écrire à l'adresse partagée. Dans certains messages, à côté de mon email, figurait l'email personnel de Marisol. Les réponses de Brynden à son attention étaient courtes et douces, je te couvre. Ne t'inquiète pas, je suis là. Caden n'a pas besoin de voir ça pour l'instant. Cette dernière phrase avait été envoyée la nuit, alors que je dormais, après un voyage dans une clinique en dehors de la ville. J'ai pris une grande inspiration, j'ai reposé la tablette, et je suis allé dans mon bureau. Le bureau était petit, mais je le gardais dans un ordre plus strict que le garage. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau, et j'ai sorti un bloc-notes. Pas pour y noter de belles pensées, mais pour des faits. Mardi matin, email de la salle, contribution caritative, 3200 €, copie à Brynden, avec la phrase Caden n'a pas besoin de voir ça pour l'instant. J'ai tout noté sans abréviation. Ensuite,
j'ai imprimé l'email, et je l'ai mis dans un dossier transparent séparé, à côté du contrat de la salle. Marisol est entrée dans le bureau sans frapper. « Tu es encore avec tes papiers ?» a-t-elle demandé. « Le mariage est dans 4 jours. Les papiers ne vont pas se vérifier tout seuls. » Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, son sac beige au pli du coude. Il y avait de l'irritation sur son visage, mais pas de peur. Marisol m'a regardé comme si je l'empêchais de partir à l'heure. Brinden a dit que tout était en ordre avec la salle, a-t-elle dit. J'ai vu l'email concernant la contribution. Elle a scié, mais a rapidement retrouvé son sang-froid. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Toute nouvelle contribution est quelque chose dont je dois être informé avant le paiement. C'est pour aider la fondation, Caden. Il y a des familles là-bas qui ont des problèmes. Le lieu fait ça chaque année. Alors pourquoi ce n'est pas dans le contrat? Marisol est passée d'un pied sur l'autre. La chaîne autour de son cou a cliqueté doucement contre le fermoir de son sac. Parce que Brinden a négocié une réduction, il nous a demandé de soutenir leur collecte. Toi-même, tu aimes aider quand tu le peux. J'aime aider quand je comprends qui et pourquoi. Elle a serré la poignée de son sac, mais a gardé une voix douce. Tu transformes une simple demande en interrogatoire, maintenant? Non, je transforme la demande de quelqu'un d'autre en document. Marisol a regardé le document imprimé, puis le dossier noir que j'avais déplacé de la cuisine au bureau. Parfois, je me dis que ce n'est pas avec moi que tu te maries, mais avec tes dossiers, a-t-elle dit cette phrase avec un demi-sourire. Avant, j'aurais souri aussi. Ce mardi matin, je me suis contenté de fermer le dossier transparent, et de le ranger dans le tiroir supérieur de mon bureau. S'il n'y avait pas les dossiers, je paierais pour les erreurs des autres depuis longtemps. Marisol s'est attardée une seconde, puis a dit, je dois aller chez la couturière. Elle est partie et, 1 minute plus tard, la porte d'entrée a claqué. J'ai entendu sa voiture s'éloigner de la maison, sortir lentement de l'allée devant le garage, et tourner dans la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis autorisé à m'asseoir. Le téléphone a sonné alors que je vérifiais l'application bancaire. Le nom d'Elma Drin est apparu sur l'écran. J'ai répondu, et mis le haut-parleur. J'avais besoin de mes mains libres. Caden, mon chéri, a commencé Elma, sur le ton que les gens utilisent généralement pour vous demander de ne pas vous disputer, avant de dire quelque chose de désagréable. Marisol est contrariée. Elle vient de me quitter, et elle était calme. Elle prend sur elle, mais tu es un adulte. Tu vois bien quand quelqu'un ne va pas bien. J'ai ouvert le relevé de la carte de dépenses pour le mariage. La carte était à mon nom. Marisol y avait un accès supplémentaire. Avant le mariage, cela ne faisait pas d'elle la propriétaire de mon argent, mais cela lui offrait un moyen pratique de dépenser. Qu'est-ce que je suis censé comprendre, exactement, ai-je demandé. Elma a soupiré. Brinden était dans sa vie avant toi. Ne transforme pas une vieille histoire en scandale, avant la cérémonie. Je ne suis pas jaloux du passé. Je regarde les paiements d'aujourd'hui. L'argent va et vient, la réputation de la famille reste. Il n'y avait ni vérité, ni confiance, ni respect, seulement la réputation de la famille. Pour Elma, le mariage de sa fille était la preuve que Marisol s'était rangée correctement. Le fiancé avait une maison convenable, c'était un homme d'affaires avec un pick-up à ses côtés. Les photos seraient belles. Elma, qui t'a parlé de ma conversation avec Marisol? C'est ma fille. Donc, juste après m'avoir parlé, elle t'a appelé. Elle a besoin de soutien. J'ai fait défiler le relevé. Après la compte pour la salle, il y avait les fleurs, l'impression des faire-part, et un paiement à un magasin de vêtements pour hommes, dans le centre de Billings. Il ne devait y avoir aucun achat de mariage pour Marisol, à cet endroit. Caden, tu m'écoutes, a demandé Elma. Je t'écoute. Alors écoute-moi. Sois un homme. N'oblige pas Marisol à s'excuser d'être gentille. J'ai cliqué sur le paiement. Il y avait peu de détails, mais la date correspondait à un dimanche. Ce jour-là, Marisol avait dit qu'elle allait chez des amis, pour regarder des décorations de table. Elle était revenue les mains vides. La gentillesse ne se cache pas dans les paiements des autres, ai-je dit. Elma s'est tue. Pendant une seconde, j'ai pu entendre une télévision allumée quelque part, chez elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que d'ici samedi, je vais vérifier toutes les dépenses, effectuées sous mon nom.
Tu veux humilier ma fille? Non, je ne veux pas qu'on m'humilie. Elma a expiré brusquement. Tu parles comme quelqu'un qui cherche une excuse, pour s'enfuir. Quelqu'un qui veut s'enfuir ne vérifie pas les contrats. Il part, tout simplement. Et une personne qui aime ne cherche pas de faille, dans chaque message. J'ai regardé le dossier noir, avec son coin droit et l'autocollant blanc indiquant la date de la lune de miel, 10 août. Une personne qui aime ne demande pas à l'autre de payer aveuglément, ai-je dit. Elma a raccroché la première, sans dire au revoir. Je n'ai pas rappelé. Je n'avais pas besoin de mots, j'avais besoin de sources. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai travaillé du plus simple au plus complexe. Relevé de cartes, email de la salle, archives judiciaires publiques du comté, et registre des entreprises de l'État. Pas de détective, pas de mots de passe appartenant à d'autres, et pas de boîte de réception personnelle. Seulement ce qui m'appartenait, ce qui était partagé, ou ce qui était public, selon les règles. J'ai noté tous les paiements de mariage, depuis le début de l'été. La salle, cette fameuse contribution, le magasin de vêtements pour hommes, et un hôtel à la périphérie de la ville. Il n'y avait aucune explication pour l'hôtel. À ces dates-là, Marisol et moi n'avions pas passé la nuit séparément à la maison. Je n'ai pas tiré de conclusions hâtives. Tirer des conclusions hâtives rend un homme faible. Un fait existe, ou n'existe pas. Dans les archives judiciaires publiques, le nom de Brindenslat n'a pas été trouvé immédiatement. Puis, l'enregistrement d'un litige aux petites créances, concernant une dette, est apparu. Pas une affaire criminelle, pas un grand scandale, juste un créancier qui réclamait de l'argent, et Brinden qui gagnait du temps. Le sens était clair, le responsable de la salle de réception avait des dettes personnelles. J'ai imprimé la fiche de l'affaire, puis j'ai cherché des informations sur son mariage. Brinden était marié. Sa femme s'appelait Farah Slat. Je n'avais jamais entendu ce nom de la bouche de Marisol. L'ex qui traversait une période difficile avait une femme, mais il s'était tourné vers ma fiancée pour trouver du soutien. Le fil de discussion sur la tablette était toujours ouvert. Entre les plans de table, les horaires des repas, et l'entrée des musiciens, il y avait des insertions personnelles. Brinden avait écrit à Marisol, « Après tout ce qui s'est passé, tu es la seule à me comprendre. » Elle avait répondu, « Je ne te laisserai pas tomber. » Il avait écrit, « L'essentiel, c'est que Kaden ne fasse pas d'histoire avant l'heure. » Elle avait répondu, « Je m'occupe de lui. » Je me suis arrêté sur ces mots. Pas je lui expliquerai, pas nous trouverons une solution ensemble, mais précisément je m'occupe de lui. Je n'étais pas sous le choc, ma poitrine était vide et froide. J'ai regardé mon pick-up près du garage, et la ligne droite de la pelouse. Tout ça était à moi. Pas parce que j'avais eu de la chance, j'avais travaillé de nuit, j'avais payé l'hypothèque moi-même, j'avais sorti la ferme du pétrin, tout seul, et maintenant, quelqu'un s'appliquait à rattacher les dettes d'un autre à mon nom. J'ai pris des photos de l'écran de la tablette avec mon téléphone, mais uniquement des emails qui se trouvaient dans la boîte de réception partagée du mariage. Ensuite, je les ai envoyés sur mon adresse email professionnelle sécurisée, je les ai imprimés, et je les ai classés par date. Les mots sans date se transforment facilement en scandale familial. Les mots avec des dates deviennent une chaîne de preuves. À 10 heures, Marisol m'a envoyé un message, la couturière est en retard. Ensuite, je passerai chez ma mère. J'ai répondu, d'accord. Il aurait été stupide de l'appeler pour avoir une conversation sérieuse. Ce genre de phrase donne à la personne le temps d'effacer ses traces, et de rassembler un groupe de soutien. Je voulais d'abord comprendre ce qui se cachait derrière cette histoire. J'ai appelé la banque, et j'ai demandé les dernières transactions sur la carte utilisée pour les dépenses du mariage. Après vérification, l'employé a énuméré la salle, le magasin de vêtements pour hommes, l'hôtel, les fleurs, et l'atelier d'imprimerie. Pour l'hôtel, il n'y avait que le nom et la date du débit. Le paiement avait été effectué en ligne. Marisol avait accès à une carte supplémentaire, ce qui signifiait qu'elle aurait pu payer la chambre sans quitter la maison. J'ai demandé qu'on m'envoie un relevé par email, et de ne rien ouvrir sans ma demande écrite. Après la banque, j'ai appelé la salle de réception. Pas Brinden, mais le numéro général. Une femme à la voix enjouée a répondu, « Bonjour, salle de réception, comment puis-je vous aider ?» C'est Kaden. Nous avons un événement le 8 août. J'ai besoin de copies de tous les documents de réservation, et d'une liste complète des paiements émis à mon nom. Bien sûr, Monsieur Shore, je vais chercher ça tout de suite.
Le directeur gère votre événement personnellement. Préférez-vous qu'il vous rappelle? Non, j'ai besoin des documents par email. Elle a hésité une seconde. Généralement, ce genre de modification passe par le directeur. Je ne demande pas de modification, je demande des copies des documents où figure mon nom. La pause s'est allongée. D'accord, je note la demande. Notez également que la demande a été faite par moi, le titulaire de la carte, et la personne ayant effectué la réservation. Oui, bien sûr, elle a dit au revoir trop rapidement. J'ai raccroché, et j'ai noté l'heure de l'appel. Puis, j'ai sorti un autre dossier, un gris, pour les litiges professionnels. J'ai laissé le dossier noir de la lune de miel à côté. Les deux dossiers étaient posés sur la table, comme deux routes différentes. L'un menait à un avion et à un hôtel au bord de l'océan, l'autre à un avocat, une banque, et la lumière froide d'une salle d'audience. Je n'avais pas encore fait mon choix à voix haute, mais ma main se tendait déjà vers le dossier gris. Vers midi, un email est arrivé de la salle, non pas de l'administratrice à qui j'avais parlé, mais de Brinden. Il m'écrivait que tout était sous contrôle, que Marisol était au courant des détails, et que je ne devais pas m'inquiéter de la gestion interne de la salle. Un autre homme, l'ex de ma fiancée, gérait les informations concernant mon argent, comme si j'étais un figurant à mon propre mariage. J'ai répondu brièvement, Brinden, merci de bien vouloir me faire parvenir des copies de tous les documents où figure mon nom, ma carte, ou ma responsabilité de paiement, aujourd'hui. Je l'ai envoyé, puis je l'ai imprimé. Et ce, à 14 heures, je suis passé à l'atelier. Deux de mes gars bricolaient une machine pour une clinique privée, qui avait un bloc d'alimentation défectueux. J'ai vérifié la commande de pièces, j'ai signé la facture, et pendant leur pause, j'ai ouvert le registre public de la salle sur l'ordinateur du travail. Le propriétaire était une entreprise, pas Brinden. Brinden était répertorié comme gérant dans quelques vieilles annonces. L'une des descriptions comportait une photo d'équipe. Brinden se tenait sur le côté, à côté de lui, une femme avec la légende, Faraslat, épouse. J'ai enregistré le lien, et imprimé la page. Pas de chantage, pas de chasse aux sorcières, juste un fait. L'ex de Marisol avait une femme, et ma fiancée le qualifiait d'homme seul traversant une période difficile. À 16 heures, une réponse est arrivée de l'administratrice de la salle. En pièce jointe se trouvait le contrat standard, la facture pour la salle, et une feuille séparée concernant la contribution caritative. Dans le contrat, j'ai immédiatement retrouvé des lignes familières, mais une feuille était nouvelle. Elle s'intitulait « Addendum à la réservation ». Il y était stipulé que pour maintenir le tarif préférentiel, l'organisateur de l'événement s'engage à couvrir les frais supplémentaires liés aux services partenaires du lieu. La signature de Marisol figurait au bas, en tant que représentante de la mariée. Ma signature ne figurait pas sur cette feuille, mais mon nom était imprimé sur la ligne du payeur responsable. Je me suis reculé de la table. Ce n'était pas encore la corde au cou, mais le nœud était fait. Si j'avais commencé à crier le matin, Marisol m'aurait traité de jaloux, Elma de faible, et Brinden, de fiancé nerveux. Mais le papier ne criait pas. Le papier montrait calmement qui essayait de rattacher des frais supplémentaires à mon nom, sans ma participation. J'ai envoyé le document à l'impression, et j'ai plié les tirages dans le dossier gris. Le dossier noir de la lune de miel est resté à la maison, mais dans mon esprit, je me voyais déjà placer le contrat de la salle à côté. D'un côté, la promesse d'un voyage, de l'autre, une tentative de faire de moi un portefeuille, pour des gens qui chuchotaient dans mon dos. Pendant que je rentrais à la maison, le soleil était encore au-dessus des rues sèches de Billings. J'ai rentré une boîte de rubans qui se trouvait sous le porche, et je me suis attardé devant le miroir. Un homme de 36 ans me fixait en retour, un homme qui avait reçu le premier signal le matin, et qui, le soir venu, tenait déjà une chaîne de preuves entre ses mains. Ça faisait mal, mais la douleur n'avait pas le droit de me diriger. Je suis allé dans mon bureau, j'ai sorti le dossier noir avec les billets, et j'ai placé le dossier gris avec les impressions à côté. Puis, j'ai ouvert mon carnet et j'ai résumé la journée. Dans le carnet, j'ai rassemblé les points principaux, Brinden gère les documents dans mon dos. Marisol en sait plus qu'elle ne le dit. Elle m'a fait pression sur moi avec la culpabilité. J'ai noté séparément les paiements, la salle, la contribution, les vêtements pour hommes, l'hôtel. Brinden est marié, et le contrat porte mon nom, sans ma signature, sur l'addendum. J'ai écrit la dernière ligne plus lentement, ne pas accuser avant d'avoir parlé. Sécuriser les faits d'abord.
Marisol devait revenir de chez sa mère dans la soirée. Je ne savais pas avec quels mots elle entrerait dans la maison, avec des mots doux, un murmure colérique, ou une nouvelle demande de pitié pour Brinden. Mais je savais déjà autre chose. Cette fois, je ne me défendrai pas contre les larmes d'une autre personne, à main nue. Les documents reposaient sur la table, et pour la première fois de la journée, je me suis senti calme. Marisol a posé son téléphone, face contre table, et a dit « Nous devons annuler la lune de miel ». Je me tenais près de l'îlot de la cuisine, une tasse vide à la main. Il commençait à faire nuit dehors, et la boîte aux lettres, près de la route, cliquetait dans le vent. Sur la table reposait le dossier noir, contenant la réservation du voyage et les billets, qui, ce matin même, semblaient faire partie d'une vie normale. Pourquoi, ai-je demandé. Marisol a détourné le regard, vers la fenêtre. La bague de ma mère brillait à son doigt. Avant, je regardais cette bague en me disant que j'avais fait le bon choix. Ce soir-là, pour la première fois, j'y voyais la main d'une étrangère. Brinden traverse une période difficile, a lâché Marisol. Une période très difficile. Il a besoin d'un soutien émotionnel, cette semaine. Je ne peux pas m'envoler juste après le mariage, comme si je m'en fichais. J'ai posé la tasse dans l'évier, le verre tintant doucement contre le métal. Ce son m'a aidé à ne pas répondre, avec le premier mot qui me venait à l'esprit. Notre mariage, c'est cette semaine, ai-je dit, d'une voix posée. Exactement, s'est emporté Marisol. Nous serons ensemble après, mais lui, il souffre maintenant. Il est seul. Il est marié, Marisol. Elle a brusquement levé le menton, ne commence pas. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est toi qui l'as dit. Marisol a contourné l'îlot, et s'est approchée. L'odeur de son parfum m'a frappé de plein fouet. Avant, c'était une odeur réconfortante. Maintenant, elle se dressait entre elle et moi, comme la signature d'un inconnu sur un contrat. Je te demande d'être adulte, a-t-elle sifflé. De ne pas être jaloux du passé. On peut repousser le voyage. Ce n'est pas la fin du monde. Le repousser pour qui? Pour nous. Ce n'est pas vrai. Elle a cligné des yeux. Des mots aussi courts l'ont déstabilisé, plus que ne l'aurait fait un cri. J'ai vu le visage de Marisol se crisper de douleur, mais je n'étais plus l'homme qui se précipitait pour la réconforter, avant qu'elle n'ait fini de parler. Tu parles comme un étranger, maintenant, a-t-elle lâché. Non, j'ai juste arrêté de payer pour le malheur des autres. Marisol s'est redressée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ouvert le tiroir supérieur de l'îlot de cuisine. L'enveloppe de la banque, l'annulation de la réservation, et une copie de la lettre adressée à la salle de réception, s'y trouvaient déjà. J'ai tout placé à côté du dossier noir, simplement étalé, comme on étale ses outils, avant un travail. La lune de miel est annulée, ai-je dit. La salle est contestée. L'accès à la carte contestée est fermé. J'ai révoqué la garantie pour la salle. Le visage de Marisol s'est d'abord vidé de toute expression, puis la colère y a fait son apparition. Tu n'avais pas le droit. J'en avais le droit. L'argent est à moi. La carte est à moi. La maison est à moi. Il n'y a pas de mariage. Elle a saisi la première impression, et a lu rapidement les premières lignes. Ses doigts tremblaient, pas de chagrin. Tu as fait ça dans mon dos. Brinden, c'était dans mon dos. Marisol a claqué sa paume sur le papier, ne t'avise pas de parler de lui comme ça. J'ai regardé sa main, la bague, puis ses yeux. Enlève la bague. Elle a reculé, comme si je l'avais poussée. Tu es sérieux. C'est la bague de ma mère, elle ne fait pas partie d'un accord avec ton ex. Tu gâches le mariage par jalousie, a chuchoté Marisol. À 4 jours de la cérémonie. Tu comprends au moins ce que les gens vont dire? Les gens diront ce qu'on leur dira de dire, et les documents diront la vérité. Marisol a pincé les lèvres. Son regard s'est porté sur son téléphone. Je savais à qui elle voulait écrire. Encore à lui. Tu as choisi ton ex, ai-je dit, j'ai choisi moi-même. Elle a ri, un rire court et colérique. Tu vas le regretter. Peut-être, mais ce n'est pas moi qui en paierai le prix. Marisol a pris son téléphone, et s'est dirigée vers les escaliers. Sur la 3e marche, elle s'est arrêtée. Ma mère va la prendre. Laisse-la la prendre, ai-je répondu, mais n'oublie pas de lui parler de l'hôtel. Elle s'est retournée,
quel hôtel? Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais jouer à un jeu, c'est juste que ce n'était plus le moment des explications. Sur ma table, j'avais des relevés, la lettre de la salle, et un contrat où le nom de Brinden apparaissait bien trop souvent, pour un simple responsable de salle. La porte de la chambre d'amis, à l'étage, a claqué. Je suis resté seul dans la cuisine. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile. La douleur est arrivée tardivement, frappant non pas ma poitrine, mais mes mains. J'ai pris le dossier noir, je l'ai ouvert à la première page, et j'ai vu la date de départ. 10 août, 2 sièges ensemble, mon nom et le sien. J'ai fermé le dossier, puis je l'ai rangé dans un tiroir. Dehors, la voiture d'un voisin est passée dans la rue. Les phares ont balayé le plafond, puis ont disparu. La maison était à moi, achetée 3 ans avant nos fiançailles. La cuisine était à moi. L'entreprise, le pick-up, les outils, le compte retraite étaient aussi à moi. Je n'allais pas renoncer à tout cela, pour le drame de quelqu'un d'autre. J'ai pris la tablette familiale. C'était un appareil partagé, Marisol elle-même avait écrit le mot de passe sur un bout de papier, près du routeur. Pas de piratage, juste ce qui se trouvait déjà dans notre maison commune, et qui était lié au mariage. Dans le dossier des emails de la salle, j'ai rouvert l'ancien fil de discussion. Au début, c'était des choses ordinaires, menu, table, couleur des serviettes. Puis, les choses étranges ont commencé, une réduction, une contribution caritative séparée, et un projet de contrat que Marisol s'était transféré à elle-même, mais qu'elle ne m'avait pas montré. J'ai agrandi la page, et j'ai lu la ligne en bas, payeur de secours, Cadenshore. Je l'ai relu, et je me suis laissé tomber doucement sur une chaise. Dans la version finale qu'il m'avait envoyée, cette ligne était cachée dans une annexe. Dans l'ancien projet, elle était bien visible. Le nom de Brinden figurait dans une note de service, juste à côté. Pas la signature du propriétaire de la salle, pas celle du département général. Sa note. J'ai sorti un carnet que j'utilise habituellement pour les commandes de matériel. Sur une page vierge, j'ai écrit 4 lignes, salle, contribution, dépenses personnelles, hôtel. À côté, j'ai reporté les montants des relevés. Le total s'élevait à 16 100 €. Ce n'était pas tout le mariage, ce n'était pas toute ma vie, mais c'était suffisant pour comprendre la direction du coup. À l'étage, l'eau s'est mise à couler. Une demi-heure plus tard, Marisol est descendue, en peignoir, son téléphone à la main. Brinden dit que tu ne peux pas simplement annuler la salle, a-t-elle lâché. C'est mon avocat, maintenant, Brinden? C'est le responsable de la salle. Il connaît le contrat. C'est exactement pour ça que son nom dans le contrat m'intéresse. Elle a vu le carnet, et a tendu la main vers la page. J'ai recouvert ce qui était écrit de ma paume. N'y touche pas, ce sont nos affaires de mariage. C'est mon argent, et mes notes. Le téléphone a vibré dans le creux de sa main. Elle a regardé l'écran, et s'est détournée. Dis à Brinden, ai-je dit, qu'il recevra une lettre demain. Tu le menaces? Non, je l'avertis. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si, je comprends. Je n'ai pas annulé le voyage, j'en ai fermé l'accès. Marisol a pâli. Il n'y avait plus de lune de miel, grâce à laquelle elle aurait pu tout laisser derrière elle, comme si de rien n'était. Il n'y avait plus de carte de crédit illimitée, pour couvrir la crise de quelqu'un d'autre. Il n'y avait plus mon nom, comme solution de secours pratique, pour les obligations d'un autre. Plus tard, Marisol est partie chez sa mère. Je ne l'ai pas retenue. J'ai fermé la porte, vérifié le garage, et laissé une courte note dans mon téléphone pour le lendemain matin, avocat, banque, salle de réception, assurance, Farah. J'ai prononcé le nom de Farah à voix haute, dans la cuisine sombre. La femme de Brinden, la 3e personne que Marisol avait soigneusement effacée de chaque phrase, au sujet de la souffrance de Brinden. Le mercredi matin, je suis arrivé au bureau d'Hugo Rano, 10 minutes avant l'heure prévue. Le bureau se trouvait à côté du palais de justice du comté, dans un bâtiment bas en briques, avec un parking étroit. Début août, Billings était sec, le ciel était pâle, sans un seul nuage. Hugo a ouvert la porte lui-même. Il ne m'a pas posé de questions par curiosité, il s'est contenté de faire un signe de tête vers la table, et a tendu la main vers le dossier. Montrez-moi. Je lui ai tendu les impressions. J'avais aussi apporté le dossier noir, mais je l'avais posé séparément.
Il était devenu la preuve de la rapidité, avec laquelle l'avenir se transforme en une ligne d'annulation. Hugo a lu en silence. Lorsqu'il est arrivé au brouillon du contrat de la salle, ses sourcils se sont légèrement levés. Qui vous a inscrit comme payeur de secours? La note de service indique Brindenslat, le gérant? Oui. Et l'ex de votre fiancé? Oui. Hugo a enlevé ses lunettes, et les a posées à côté d'un bloc-notes. C'est mauvais pour moi. Pour tout le monde, mais pour l'instant, pour vous aussi. Il a pris la feuille avec les relevés, et a tapoté les lignes avec un crayon. Salle, 8400 €. Contribution caritative, 3200 €. Dépenses personnelles, 2900 €. Hôtel, 1600 €. Total, 16 100 €. Ces paiements ont été effectués depuis la carte à votre nom, certains directement, d'autres via des comptes liés. Avez-vous signé l'autorisation pour la salle? J'ai signé un contrat principal. Pour la contribution caritative? Non. Pour l'hôtel? Non. Pour les dépenses personnelles? Encore moins. Hugo a pris le brouillon. Payeur de secours. Une ligne dangereuse. Si la salle commence à faire pression, ils diront que vous avez accepté d'être responsable du reste. Même si vous n'avez pas vu l'addendum, ils essaieront de tirer de l'argent, jusqu'à ce que ce soit vérifié. Ce n'était pas une tactique d'intimidation, c'était un avertissement. Que faisons-nous? Hugo a hoché la tête, comme si cette question lui plaisait. Premièrement, informer la banque des frais contestés, et interdire de nouveaux paiements. On ne dit pas « ma fiancée m'a trompé », mais « dépenses non autorisées et litiges contractuels ». Deuxièmement, pour la salle, une lettre concernant le conflit d'intérêts du gérant. Et une exigence de conserver tous les dossiers. Troisièmement, la compagnie d'assurance, une notification sans émotion inutile. Quatrièmement, pas de menace envers Brinden. Je n'en avais pas l'intention. Bien. Cinquièmement, la bague. J'ai sorti de ma poche une photo de Marisol, portant la bague à sa main, et une copie du registre familial, où ma mère me la transmettait. La famille de ma mère. Alors, une demande séparée pour la récupérer sans scandale, par lettre. J'ai hoché la tête. Hugo m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous comprenez que la mère de la mariée fera pression sur vous? C'est déjà fait. Après les lettres, ce sera pire. Elle dira que vous ruinez la réputation de sa fille. La salle dira que vous perturbez l'événement. La banque ne prendra pas immédiatement votre parti. J'ai senti une froide irritation monter en moi, non pas contre l'avocat, mais contre la façon dont le mensonge de quelqu'un d'autre s'intégrait déjà si proprement, dans une future défense. Alors, nous n'aurons pas l'air dur, ai-je dit, nous serons précis. Pour la première fois, Hugo a légèrement souri. C'est le bon ton. Il a réparti les papiers en 3 piles, banque, salle, assurance. Ensuite, il a placé une feuille séparée sur la droite. Et qui est-ce? Farah Slat, la femme du gérant. Oui. Que voulez-vous lui envoyer? Ce qui concerne son mariage et son mari, sans aucune demande. Copie des lettres, du brouillon du contrat, et une courte note. Vous avez le droit de savoir. Ne lui demandez pas de vous aider. Je ne le ferai pas. Ne lui demandez pas de témoigner. Je ne le ferai pas. N'écrivez pas que son mari la trompe. Écrivez que vous joignez des documents qui peuvent concerner sa famille et ses finances. Laissez-la tirer ses propres conclusions. Exactement. Hugo a hoché la tête à nouveau. Alors, ce n'est pas une vengeance, c'est une notification à un tiers d'un possible conflit. Envoyez-le par courrier avec confirmation, et une copie par coursier. J'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée, pendant la nuit. Hugo a lu la note, a barré une phrase. J'en ai écrit une nouvelle, plus courte. Farah, je vous envoie ceci sans condition. Vous avez le droit de ne pas répondre. Les documents peuvent concerner votre mariage et votre argent. C'est mieux, a déclaré l'avocat. Pendant que l'assistante d'Hugo tapait les lettres, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom d'Elmadrin. Je l'ai montré à l'avocat. Il a levé un doigt, sur haut-parleur, parlez peu. J'ai accepté l'appel. Caden, as-tu perdu la tête? La voix d'Elma a frappé immédiatement, sans même un bonjour. Bonjour, Elma.
ne me dis pas bonjour. Marisol a pleuré toute la nuit. Tu as annulé le voyage, bloqué l'argent, et fait passer ma fille pour la coupable, juste avant la cérémonie. C'est ça que tu appelles de l'amour? Hugo écrivait silencieusement sur un bout de papier, sans émotion. Je conteste des paiements que je n'ai pas autorisés, ai-je dit. Quel paiement? Ta famille. Nous ne sommes pas mariés. Ne joue pas sur les mots, a sifflé Elma. Sois un homme. Cette pauvre fille a eu pitié de quelqu'un qui souffrait. Et toi? Tu as mis en scène une exécution financière. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai compté jusqu'à 3, car le mot fille, pour une femme de 31 ans, qui demande à annuler sa lune de miel pour son ex-marié, sonnait effronté. Elma, toutes les questions passent désormais par mon avocat. Oh, un avocat. Alors tu es prêt à l'abandonner devant tout le monde? Je suis prêt à défendre mon nom et mon argent. Ton argent? Elma a ri. Alors c'est ça. Marisol avait raison. Tu l'as toujours considéré comme une invitée dans ta maison. J'ai regardé Hugo, qui écrivait mes ifs. La maison a été achetée par moi, avant les fiançailles. L'entreprise est à moi. Le pick-up est à moi. Les outils sont à moi. Il n'y a pas de litige. Tu le regretteras quand les gens découvriront à quel point tu es avare. Qu'ils découvrent tout. Un silence s'est fait à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Passe une bonne journée, Elma. J'ai mis fin à l'appel, et j'ai posé le téléphone face contre table. Hugo m'a regardé, sans sourire. C'est bien, mais ne répondez plus sans moi à partir de maintenant. Hugo a souligné 2 noms dans mes papiers, Brindenslat et Faraslat. Le premier menait à la salle de réception, et au paiement contesté. Le second, à une femme qui avait le droit de savoir où son mari avait entraîné le mariage d'un inconnu. 1 heure plus tard, nous étions à la banque, Hugo se tenant à mes côtés. L'employé a d'abord affiché un sourire professionnel standard, puis est devenu sérieuse en voyant les impressions. J'ai été bref, frais contestés, annulation d'accès, interdiction de nouveaux paiements, relevé concernant la carte, copie des avenants au contrat. Pas un mot sur un cœur brisé. Souhaitez-vous fermer la carte complètement, a demandé l'employé. Je veux fermer l'accès aux nouveaux frais, et contester ces transactions, ai-je répondu, pour le reste, conformément aux règles de la banque. Pour certaines transactions, une vérification sera nécessaire. Comprenez bien, s'il y avait des obligations contractuelles, la banque peut demander des documents à la salle de réception. C'est pour cela qu'elle les a reçus, par l'intermédiaire de l'avocat. Hugo a posé sa lettre sur le comptoir. L'employé a cessé de me regarder comme un fiancé en colère. Maintenant, elle avait devant elle un client avec des documents. Ensuite, nous avons envoyé la lettre à la salle. Pas par téléphone, pas par Brinden, pas par Marisol. Une lettre officielle à l'adresse de l'entreprise, et une copie séparée au propriétaire. Hugo exigeait qu'il conserve les registres, les courriels, les brouillons et les notes des employés séparément. Il soulignait que le gérant, Brindenslat, avait un lien personnel avec Marisol Drin, et aurait pu participer au traitement des paiements. Ça va leur faire peur, ai-je dit, quand Hugo a signé. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur, ils ont besoin d'être contraints de ne pas détruire les papiers. Après la salle, une notification a été envoyée à la compagnie d'assurance. Sèche, presque ennuyeuse, voyage annulé en raison de circonstances contestées. Dépenses stoppées. Des documents seront fournis. Un texte ennuyeux frappe parfois plus fort qu'un cri. Sur un papier, chaque mot a sa place. À l'heure du déjeuner, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Marisol écrivait de longs messages, chacun commençant par une accusation, et se terminant par une supplication de ne pas tout détruire complètement. Elma a laissé 3 messages vocaux. Brinden n'a pas appelé, et c'était révélateur, il attendait que les femmes fassent d'abord pression sur moi. Je n'ai pas répondu. Je suis plutôt allé au service de livraison. L'enveloppe pour Farah reposait sur le siège passager. À l'intérieur se trouvaient des copies des courriels, un relevé avec les détails privés noircis, un brouillon du contrat avec la note de Brinden, et un petit mot. Pas d'insulte, seulement ce qui pouvait résister au regard d'un inconnu. Au guichet, ils m'ont demandé l'adresse. J'ai donné celle de Farah, trouvée dans les registres publics, mariage et propriété. L'employé a collé une étiquette, et m'a tendu un reçu. Avez-vous besoin d'une confirmation de livraison?
Oui. Il a coché la ligne correspondante. Quand l'enveloppe est passée derrière le comptoir, je n'ai pas ressenti de soulagement, mais du silence. Farah n'était pas mon arme, c'était une personne à qui l'on mentait aussi. Ce qu'elle ferait ensuite, elle le déciderait elle-même. Sur le chemin du retour, mon téléphone a de nouveau vibré. Le message de Marisol était court, « Si tu as envoyé quelque chose à Farah, tu es mort pour moi. » Je l'ai lu et j'ai posé le téléphone sur le siège. Le mot était fort mais vide. Pour elle, j'étais devenu mort non pas parce que j'avais trahi, mais parce que j'avais cessé d'être un portefeuille avec une voix douce. Elma m'attendait à la maison. Elle se tenait sous le porche, vêtue d'un tailleur clair, trop élégant pour une dispute ordinaire. Un prospectus d'un salon de mariage, apporté par le vent, traînait sur la pelouse, à proximité. Tout autour de nous, l'environnement faisait obstinément semblant que le mariage existait toujours. « Où est Marisol ?» ai-je demandé, en descendant du pick-up. « Avec moi » a rétorqué Elma. « Là où elle ne sera pas humiliée. »« Alors pourquoi es-tu là ?»« Pour la bague, pour ses affaires, et pour ta promesse d'arrêter ce scandale. La bague restera dans le coffre-fort jusqu'à ce que l'avocat officialise sa restitution. Marisol récupérera ses affaires elle-même, ou à une heure convenue. Je n'ai pas commencé le scandale. » Elma s'est approchée. Un homme devrait être au-dessus de ça. Je suis monté sur le porche et je me suis arrêté à la porte. La maison était dans mon dos, ma maison. Je ne suis pas une caisse enregistreuse pour un ex-marié. Brinden fait partie de son passé. Non, il fait partie de notre contrat avec la salle de réception. Je lui ai tendu une copie de la page, avec le payeur de secours. Elma a lu la partie concernée, et son visage a changé l'espace d'un instant. Ça ne veut rien dire, a-t-elle dit, sa voix déjà plus basse. L'avocat de la salle de réception l'expliquera facilement. Tu n'aurais pas dû impliquer la femme d'un inconnu. Farah n'est pas une inconnue, dans une affaire où son mari traite des paiements via le mariage de ma fiancée. Elma a rejeté la tête en arrière. Tu lui as envoyé des documents sans aucune exigence. Tu vas détruire 2 familles. Non, Elma, je n'ai pas construit leur mensonge. Elle m'a repoussé la feuille, mais je ne l'ai pas prise. Garde-t'en une copie. Tu vas le regretter. Peut-être, mais ce sera mon regret, pas sa facture. Elma a fait demi-tour et s'est dirigée vers sa voiture. À la porte, elle s'est arrêtée. Tu n'as pas peur ? Si, mais pas de toi. Elle s'est éloignée. Je suis entré dans la maison, et j'ai fermé la porte. La tablette clignotait dans la cuisine. Un nouvel email de la salle de réception était arrivé, non pas de Brinden, mais du département général. Il confirmait la réception de la notification, et promettait de transmettre le problème à la direction. En bas, il y avait un post-scriptum, toutes les modifications de l'événement sont temporairement suspendues, dans l'attente d'un examen interne. J'ai relu l'email 2 fois. L'examen ne résolvait encore rien, il ne rendait pas l'argent, et n'éliminait pas le risque. Mais, désormais, Brinden ne pouvait plus simplement sourire, et dire à Marisol que tout était sous contrôle. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé d'un numéro inconnu, c'est Farah. J'ai reçu l'avis de livraison, mais je n'ai pas encore ouvert le paquet. Dites-moi juste une chose, y a-t-il des documents financiers à l'intérieur ? J'ai montré le message à Hugo avec une capture d'écran. Il a répondu presque immédiatement, brièvement, sans tirer de conclusion. J'ai écrit, oui, des documents concernant les paiements et le contrat de la salle. Vous avez le droit de ne pas répondre. La réponse n'est pas arrivée tout de suite. J'ai eu le temps de débarrasser la tasse de la table, de fermer le dossier de la banque, et de faire le tour de la maison en vérifiant les fenêtres. Puis, le téléphone a doucement sonné, je vais l'ouvrir avec ma sœur. Je ne le dirai pas encore à Brinden. Il n'y avait aucune promesse d'aide dans cette phrase. Mais Farah entrait dans l'histoire, non pas comme une épouse bafouée d'un drame étranger, mais comme une personne qui allait regarder les papiers de ses propres yeux. Je me suis contenté de répondre, conserver des copies en lieu sûr. Tard dans la soirée, Hugo a de nouveau appelé. La banque a entamé la procédure de contestation, a-t-il dit. La compagnie d'assurance demandera des explications. La salle de réception ne rend pas l'argent volontairement. J'ai déposé une requête d'urgence pour une ordonnance temporaire sur les frais contestés et la garantie. Il y aura une courte audience demain, sans décision finale attendue. Alors tenez-vous en nos documents,
et ne communiquez pas avec Brinden. Il est silencieux. Les gens comme lui sont silencieux, jusqu'à ce qu'ils trouvent la bouche de quelqu'un d'autre. Je savais de qui il parlait, Marisol, Elma, peut-être le propriétaire de la salle. Peut-être l'un des invités. Après l'appel, j'ai éteint la lumière dans la cuisine. La maison était silencieuse, mais plus vide. Mes documents, mes décisions, et mes limites y demeuraient. Jeudi s'annonçait. Le premier coup porté sur le papier est rarement le dernier. La porte de la petite salle d'audience s'est refermée derrière la dernière personne, et dans le couloir, on a tout de suite pu entendre le bourdonnement de la vieille fontaine à eau. Je me tenais à côté de mon avocat, tenant un dossier avec des impressions, tandis que Marisol, près du mur, ajustait la manche de sa robe claire, comme si nous n'étions pas venus nous disputer pour de l'argent, mais choisir des serviettes pour le mariage. Il restait moins de 2 jours avant la cérémonie, et ils essayaient toujours d'associer mon nom aux dépenses de quelqu'un d'autre. L'avocat s'est penché vers moi, et a dit doucement, restez en au fait. Le juge ne décide pas de tout aujourd'hui, il décide de façon temporaire. Temporaire, ça me suffit, ai-je répondu d'une voix posée. Marisol m'a entendu, et a levé les yeux brusquement. Sa mère se tenait à côté d'elle, mais Brinden n'était pas dans le couloir. Il s'était caché derrière les lettres de la salle de réception, derrière sa position, et derrière la phrase de Marisol, il traverse une période difficile. Le juge a rapidement passé en revue les papiers. L'avocat de Marisol a pris la parole en premier. Il m'a qualifié d'homme qui avait soudainement perturbé un projet familial partagé, même s'il n'y avait pas encore de famille. Il a parlé des invités, des obligations, et de la réputation de la mariée. J'ai écouté et je ne l'ai pas interrompu. À l'intérieur, tout était tendu, comme la courroie d'une vieille pompe dans mon atelier. Mais j'ai regardé le bord de la table du juge, et j'ai attendu mon tour. Mon avocat s'est levé. Mon client n'est pas marié à mademoiselle Drin, a-t-il dit avec un calme las. La maison, l'entreprise, la voiture, les outils, et le compte retraite lui appartiennent personnellement. Le litige ne concerne que les paiements du mariage, la garantie, et le contrat de la salle. Nous demandons la reconnaissance temporaire du droit de mon client. À faire cesser les débits contestés, et à être retiré de son rôle de payeur de secours, car le gérant de la salle est lié à mademoiselle Drin, par une relation personnelle. Marisol a tressailli. C'est un mensonge, a-t-elle chuchoté. Le juge a levé la main, et le silence s'est fait dans la salle. L'avocat a remis au juge les impressions, les lettres de la salle, les notifications de la banque, la contestation de la carte, le brouillon du contrat où mon nom figurait à côté de la ligne payeur de secours. J'avais déjà vu ces papiers à plusieurs reprises, mais dans la salle d'audience, ils semblaient soudainement trop fins. L'avocat de Marisol a pris une feuille, et l'a tournée vers le juge. Tous les paiements ont été effectués pendant les préparatifs du mariage, a-t-il déclaré. Monsieur Shore a lui-même participé au choix de la salle, a donné la carte lui-même, et a autorisé les dépenses. Maintenant, à 2 jours du mariage, il essaie de faire s'effondrer les accords, et de laisser mademoiselle Drin dans une position humiliante, face à sa famille. Elma a sangloté doucement au premier rang, avec un timing trop parfait. Je n'ai même pas tourné la tête. Le juge a posé quelques questions, qui a signé le contrat, comment la carte a été émise, y a-t-il un mariage, et pourquoi les paiements du mariage sont-ils mélangés aux dépenses personnelles. À ce moment, Marisol a baissé les yeux, mais son avocat a rapidement ramené la conversation, sur les dépenses de mariage ordinaires. Puis le juge a enlevé ses lunettes. Je comprends l'inquiétude de monsieur Shore, a-t-il dit. Mais à ce stade, le tribunal ne rompra pas complètement les obligations financières que les parties ont précédemment utilisées, pour préparer un événement commun, avant une audience complète. Les dépenses de mariage contestées restent en l'état. J'interdis également toute action drastique concernant les dépenses conjointes, y compris les pressions unilatérales sur la salle, et toute autre tentative d'interrompre les paiements, sans en avertir l'autre partie. C'était comme si on avait coupé le son dans la salle d'audience. Je voyais les lèvres du juge bouger encore, le greffier taper, Marisol se redressait lentement. Mais le point principal avait déjà été établi, les dépenses n'étaient pas annulées, les mesures drastiques étaient interdites, et l'audience était reportée. Marisol s'est tournée vers moi, et pour la première fois en 2 jours, elle a souri. Pas pour la caméra, ni pour sa mère, mais pour moi. C'est ça, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. L'avocat a posé sa main sur mon dossier, comme s'il tenait non pas le papier, mais ma main.
Le juge a ajouté que les parties devaient conserver les documents, et ne pas entraver la collecte d'informations. Mais cette phrase est arrivée après le coup. Pendant une minute, j'ai eu l'air du fiancé qui avait ruiné le mariage, et qui devait quand même payer. Lorsque nous sommes sortis dans le couloir, Elma s'est approchée presque tout de suite de moi. « C'est toi qui l'as poussé à ça », a-t-elle lâché entre ses dents. Le juge voit aussi ce que tu fais. Le juge a fixé des limites temporaires, a dit l'avocat. Toi, tais-toi, l'a coupé Elma. C'est une affaire de famille. Je l'ai regardé calmement. Il n'y a pas de famille. Marisol a fait un pas vers moi. La bague de ma mère était toujours à son doigt. J'ai ressenti un froid sec, ni de la colère ni de la pitié, juste le moment où une personne comprend enfin le prix du sourire de quelqu'un d'autre. Caden a forcé Marisol. Tu peux encore arrêter cette honte. Remets tout comme c'était, et nous parlerons à la maison. La maison est à moi, ai-je dit. Elle a pâli, non pas de peur, mais de colère. L'avocat a effleuré mon coude. Allons-y. Nous les avons dépassés pour nous diriger vers la sortie. La décision temporaire était un véritable échec. Pas une contrariété, pas un retard, pas un problème administratif, un échec. Et pourtant, il y avait une faille dans la dernière phrase du juge. Le soleil frappait le pare-brise de la camionnette, lorsque je me suis installé au volant. L'avocat s'est assis à côté de moi, sans se presser. Je tenais la clé dans ma main, et je ne pensais qu'à ce papier sur lequel une partie du mariage de quelqu'un d'autre pesait encore sur moi. Dites-moi les choses franchement, ai-je dit, nous sommes coincés. L'avocat a ajusté le dossier sur ses genoux. Temporairement. Le juge ne voulait pas prendre de décision finale, avant une audience complète. Pour le tribunal, c'est de la prudence, pas une attaque. L'argent est à ma charge pour l'instant. Une partie des frais de mariage, pas la maison, pas l'entreprise, pas la camionnette. Pas le compte retraite, et pas toutes les dépenses. J'ai tourné la clé, mais je n'ai pas démarré le moteur. Pendant une seconde, la cuisine m'est apparue en un éclair, le dossier noir, et Marisol à l'îlot avec son téléphone. Elle parlait comme si mon argent était sa porte de secours. La douleur est apparue brièvement, pas comme des pleurs, pas comme une plainte, plutôt comme un coup de coude dans les côtes. On peut respirer, mais chaque mouvement vous le rappelle. J'ai replacé la clé dans ma paume, et j'ai ouvert la fenêtre. Qu'est-ce que le juge nous a laissé, ai-je demandé. L'avocat a légèrement tourné la tête. La préservation des documents, la collecte d'informations, l'interdiction d'actions drastiques concernant les dépenses conjointes, mais pas l'interdiction de requêtes, de plaintes concernant les conflits d'intérêts, et la clarification des sources de paiement. Donc, nous ne faisons pas pression sur la salle de réception avec de l'argent. Exact. Nous faisons pression avec des faits. Pour la première fois de la matinée, l'avocat a presque souri. S'il y a des faits. J'ai démarré le moteur, et ce son m'a ramené à un rythme normal. Mon entreprise était restée à flot, parce que j'avais toujours trouvé où la chaîne se brisait, dans un câble, une carte, une pompe, un contrat ou une ligne de crédit. Allons à la banque, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'émotion, j'ai besoin de la chaîne. La banque ne vous donnera que ce qui concerne votre carte, et votre compte. Ça suffira. La banque était fraîche, et sentait la moquette propre. Le directeur au guichet a d'abord affiché un sourire professionnel standard, jusqu'à ce que l'avocat pose sur la table une copie de la décision temporaire, et mon passeport. Nous avons besoin des relevés de la carte contestée, et de la confirmation des bénéficiaires des prélèvements, a déclaré l'avocat, uniquement dans les limites d'accès de Monsieur Shore. Le directeur a examiné les papiers, et est immédiatement devenu plus sérieux. Nous ne fournirons pas d'informations complètes sur les comptes d'autres personnes. Nous n'en avons pas besoin, ai-je répondu. J'ai besoin des dates, des noms des bénéficiaires, et des notes internes sur les paiements, si elles figurent sur mon relevé. Elle a hoché la tête, et est allée voir un employé supérieur. Mon avocat et moi nous sommes assis près de la fenêtre. Mon téléphone a vibré avec un message de Marisol, as-tu entendu le juge? Ne fais pas de bêtises. J'ai posé le téléphone, face vers le bas. C'était mon nom, et non son samedi, qui devait être sauvé. Le directeur est revenu avec des impressions, et un dossier fin. Elle a parlé avec prudence, vérifiant chaque mot. Voici l'activité de la carte, voici les prélèvements contestés. Pour certaines transactions,
il y a un nom de bénéficiaire étendu. Pour un transfert, il y a un enregistrement lié de la salle de réception. Je ne peux pas en expliquer la signification, mais je peux vous donner ce qui est visible dans le système. L'avocat a pris les feuilles, et je me suis penché plus près. À première vue, il y avait des lignes ordinaires, salle, contribution, hôtel, quelques achats. Mais à côté de la contribution caritative, il y avait une note de la salle de réception que je n'avais jamais vue auparavant, un numéro de demande interne, et le nom de famille du responsable dans la ligne d'approbation, Brindenslat. J'ai descendu mon doigt. Après cette contribution, un paiement pour l'hôtel a été effectué. Ensuite, les dépenses personnelles de Marisol, comme si c'était des achats pour le mariage, et entre elles, il y avait de petits transferts qui formaient désormais une piste. Ici, ai-je dit. L'avocat s'est penché. Quoi exactement? Regardez, d'abord la salle de réception nous accorde une réduction étrange, puis la contribution caritative apparaît, ensuite les dépenses personnelles. Les paiements de Marisol pour Brinden se trouvent à côté de cette même demande interne, et de l'hôtel. Tout autour d'une même fenêtre de temps. Ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose pour l'instant. La directrice n'a pas expliqué les autres comptes, mais elle nous a orientés dans la bonne direction. Une demande officielle, et le journal d'approbation de la salle de réception. L'avocat a immédiatement noté ces mots. J'ai regardé les lignes à nouveau, il traverse une période difficile. Ce n'était plus une phrase sur les sentiments. C'était devenu un échéancier de paiement. J'ai besoin des archives judiciaires publiques sur Brinden, ai-je dit. L'avocat a levé les yeux. Nous avons déjà regardé les archives publiques. Nous avons regardé rapidement. Maintenant, nous ne cherchons pas un divorce, nous cherchons des dettes. Nous avons quitté la banque avec un dossier, qui était devenu plus lourd non pas en poids, mais en signification. Dans la camionnette, l'avocat a ouvert son ordinateur portable, et s'est connecté aux archives judiciaires publiques du comté. Brindenslat, a dit l'avocat. Il y a une affaire civile pour dette, petite mais désagréable. Le paiement devait être effectué début août. Il y a une note indiquant qu'il est en retard. Combien? L'avocat a indiqué le montant, sans détails supplémentaires. La coïncidence n'était pas exacte au centime près, mais elle était trop proche des frais que Marisol essayait de faire passer pour liés au mariage. Il comblait un trou personnel avec mon argent, ai-je dit. Pour le tribunal, nous dirons, soyez prudent, a répondu l'avocat. Coïncidence dans le temps, frais contestés, son rôle à la salle de réception, et une dette personnelle. L'avocat a fermé l'ordinateur. Maintenant, il nous faut une source indépendante. Pas votre colère, pas une supposition. Quelqu'un qui puisse confirmer la crise récurrente de Brinden, et le lien avec l'argent. Je savais déjà qui, Farah. L'avocat a rédigé un court courriel à l'attention de Farah. Pas de menaces, de demandes, ni de promesses. Il soulignait qu'après la décision temporaire du juge, de nouvelles coïncidences concernant les paiements contestés étaient apparues, et qu'elle pourrait avoir des informations sur les dettes de son mari, et son travail à la salle de réception. La réponse est arrivée rapidement, je peux passer dans 1 heure. J'ai des papiers. N'en faites pas un outil, a averti l'avocat. C'est une partie distincte. Je n'en avais pas l'intention. Dans le bureau de l'avocat, je me suis assis près du mur, pour ne pas m'imposer à Farah. Quand arriverait-elle? Ce n'était pas mon mariage, et je n'avais aucun droit de l'interroger. Farah est entrée sans être en retard, posée, vêtue d'une robe sombre toute simple, et avec un épais dossier sous le bras. Monsieur Shore, a-t-elle demandé. Caden, ai-je répondu en me levant. Merci d'être venu. Elle a fait un signe de tête à l'avocat, s'est assise, et a posé le dossier sur la table. Je ne suis pas venu pour vous, a-t-elle dit d'une voix ferme, je suis venu pour moi. C'est comme ça que ça doit être, ai-je répondu. L'avocat n'a commencé l'enregistrement qu'après son consentement, et a immédiatement déclaré que Farah n'était pas obligée de répondre, et qu'elle prenait ses propres décisions familiales. Farah a écouté, puis a ouvert le dossier. Brinden n'arrête pas de dire, depuis quelques mois, que son bonus au travail est retardé, a-t-elle commencé. Ensuite, il a dit qu'il devait rembourser une vieille dette, sinon il y aurait des problèmes avec son poste. Puis, il a dit que Marisol aidait simplement avec les événements, parce qu'elle a bon goût, et que votre mariage est important pour la salle de réception. Je n'ai pas interrompu, j'ai simplement posé mes mains sur mes genoux,
et regardez le bord de la table. Quand vos papiers sont arrivés hier, a continué Farah, j'ai d'abord pensé que c'était une sale vengeance. Puis j'ai ouvert nos comptes. Elle a sorti des impressions et une feuille avec des notes manuscrites. Voici sa dette. Voici la date à laquelle il devait effectuer le paiement. Voici son message pour moi, je traverse une période difficile, mais je m'en sortirai. Et voici, juste après ça, Marisol qui transfère de l'argent. Sous couvert de frais de mariage. Notre compte montre que Brinden a déposé presque le même montant en espèces, et a couvert le retard de paiement. L'avocat a levé la main. Pouvez-vous confirmer la source de l'argent liquide? Non, a répondu Farah, mais je peux confirmer la répétition. Ce n'était pas la seule fois. Elle a sorti d'autres feuilles. Il y avait des dates dessus. Pas beaucoup, mais assez pour voir le schéma. Quand Brinden écrivait à Marisol qu'il passait une semaine difficile, des dépenses apparaissaient sur le compte de Marisol, un hôtel, un achat étrange, ou un transfert via la salle de réception. Farah ne me regardait pas, mais regardait l'avocat. Je ne sais pas ce qu'il y avait physiquement entre eux, a-t-elle dit, et en ce moment, ce n'est même pas le plus important pour moi. L'essentiel, c'est que mon mari s'est servi de votre mariage, et de mon aveuglement. Le téléphone de Farah a vibré sur la table, mais elle ne l'a pas pris. Elle apportait des documents, pas des consolations. Je vais vous donner des copies, a-t-elle dit. J'écrirai moi-même à la salle de réception. Je ne veux pas que mon mari décide de votre mariage, de mon mariage, et de l'argent des autres, depuis un seul et même bureau. C'est votre droit, a dit l'avocat. Non, a répondu Farah, c'est maintenant mon devoir envers moi-même. Elle a signé la confirmation du transfert des copies. Chaque nouvelle page modifiait les chèques de la matinée. Le juge y a vu un litige de mariage, et maintenant le litige commençait à ressembler à la dette personnelle d'un responsable de salle de réception, à un ex-fiancé, à une étrange contribution, et à la femme du responsable avec des dates en main. À la porte, Farah a ajouté que Marisol était au courant de son mariage. Elle avait un message où Marisol demandait si Farah était intéressée par quelque chose de plus. L'avocat a demandé une copie, et Farah a hoché la tête. Je n'ai pas demandé si elle souffrait. À la place, j'ai dit, merci d'être venu. Ne me remerciez pas, a répondu Farah, allez simplement jusqu'au bout de votre démarche. J'irai jusqu'au bout de la mienne. Elle est partie, laissant derrière elle le dossier, qui devait effacer le sourire de Marisol du couloir du palais de justice. L'avocat a fermé la porte, et s'est immédiatement assis à la table. Maintenant, nous travaillons avec prudence, a-t-il dit. Nous avons une décision temporaire qui nous limite. Donc, pas d'appel menaçant, pas de discussion avec les invités, pas de tentative de tout faire capoter par l'intermédiaire d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de ça. Bien. Ensuite, une notification à la salle de réception. Pas une exigence de tout annuler, pas de pression sur les paiements. Une notification d'un possible conflit d'intérêts du responsable, une exigence de conserver le journal d'approbation, la correspondance, les notes internes. Et les informations sur la contribution caritative. Et une copie à leur siège social, si la salle de réception a un propriétaire, ou une société de gestion. Oui, pour qu'ils ne puissent pas dire plus tard que les journaux ont accidentellement disparu. J'ai hoché la tête. Écrivez-le. Il a commencé à dicter à son assistant. Le matin, le tribunal m'a frappé avec une décision temporaire. L'après-midi, des faits ont commencé à sortir de la même faille. Pas très beau, pas bruyant, mais réel. Il n'y avait pas un seul mot de trop dans la notification. Seul l'essentiel restait, les paiements contestés sont liés à ma carte, et le responsable de la salle de réception pourrait avoir eu un lien personnel avec Marisol Drin, et un intérêt financier personnel. L'assistant a imprimé la lettre. L'avocat a lu la ligne clé. Nous n'avons pas violé l'ordonnance temporaire du tribunal, mais nous avons exigé la préservation du contrat, des frais, de la remise, du journal d'approbation et de la trace de Brinden. Une demi-heure plus tard, un représentant de la salle de réception a appelé. L'avocat a allumé le haut-parleur, et s'est présenté. Nous avons reçu une notification, a déclaré une voix masculine. Nous voulons comprendre. Exigez-vous l'annulation de l'événement? Non, a répondu l'avocat, nous exigeons la conservation des dossiers, et une enquête sur un possible conflit d'intérêts du responsable. Monsieur Slat est responsable de ce groupe de contrat.
J'ai regardé l'avocat. C'est exactement pourquoi il ne devrait pas répondre à cette notification, a déclaré sèchement l'avocat, désigné un autre employé. Il y a eu un blanc sur la ligne. Comprenez-vous qu'il reste peu de temps avant l'événement? Nous comprenons, a déclaré l'avocat, c'est pourquoi nous vous demandons d'agir rapidement et par écrit. La voix masculine s'est faite plus grave, avez-vous des preuves d'un lien personnel? Nous avons suffisamment de motifs pour exiger les journaux et la correspondance. Les détails seront fournis par la procédure officielle. Le représentant de la salle a promis de transmettre le problème au propriétaire, et de séparer Brinden de la réponse jusqu'à clarification. Il n'a pas dit coupable, mais j'ai entendu l'essentiel, la salle avait peur de ses propres journaux. Lorsque l'appel s'est terminé, l'avocat a enlevé ses lunettes, et s'est frotté l'arête du nez. Maintenant, on avance. Le juge a laissé l'argent à ma charge ce matin, ai-je dit, et maintenant nous allons montrer qu'il ne s'agissait pas seulement de dépenses liées au mariage. Mais avant la prochaine étape. Il faut que vous soyez irréprochable. Pas de rendez-vous en tête-à-tête avec Marisol. Nous exigeons la bague par écrit. Nous ne discutons pas de la maison, parce que la maison est à vous, et n'a rien à voir avec ce litige. Si elle rentre à la maison, ce sera uniquement à l'entrée sous l'œil des caméras, une brève conversation, ou bien vous n'allez pas la voir seule du tout. J'ai regardé mon téléphone. Il y avait déjà plusieurs appels manqués de Marisol, et un message d'Elma. Je ne les ai pas ouverts. Les noms de Brinden et de Farah étaient encore côte à côte dans cette histoire. Ils gagnaient du temps via la salle de réception. Elle tenait dans ses mains une enveloppe, qui pouvait mettre fin à ce délai. Un nouvel email de la salle de réception est apparu à l'écran, court, sec, avec une copie pour l'avocat, jusqu'à la fin de l'examen interne préliminaire, Monsieur Slatt ne participera pas au traitement du contrat et des paiements y afférents. J'ai lu l'email à voix haute. L'avocat a hoché la tête en silence, et c'est ainsi que le vent a commencé à tourner. Pas de musique triomphale, pas de cris dans les couloirs, pas de Marisol tombant à genoux. Juste une ligne. Brinden ne touchait plus au contrat. Après la décision de la matinée, c'était la première véritable fissure dans leur mur. Marisol a écrit, « Que as-tu fait ?» Avec l'autorisation de l'avocat, j'ai répondu par une seule phrase, « J'ai conservé les documents. » Elle a envoyé, « Tu es en train de me détruire. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai demandé à l'avocat d'imprimer l'email de la salle de réception, et de le placer à côté de la décision du juge du matin. 2 papiers, sur le premier, j'ai perdu. Sur le deuxième, leur combine a commencé à craquer. Le soir, j'ai quitté le bureau avec un dossier fin sous le bras. Le ciel au-dessus de la ville était délavé, par la chaleur d'où. Le parking sentait l'asphalte chaud, et ma camionnette était garée au bord du trottoir, couverte de poussière. J'ai ouvert la portière, et j'ai marqué une pause d'1 seconde. La décision temporaire n'avait pas disparu. L'interdiction du matin planait toujours au-dessus de moi, et j'allais la suivre à la lettre. Mais maintenant, j'avais les banques enchaînées, le registre public de la dette, les documents de Farah, et la première réaction de la salle de réception. J'ai mis le dossier dans la poche latérale de la portière, et j'ai démarré la camionnette. Dans le rétroviseur, le bâtiment du palais de justice rapetissait. Le matin, il m'avait semblé être un mur. Le soir, ce n'était plus qu'un bâtiment où on m'avait temporairement dit non. Et j'avais déjà trouvé, dans ce nom, une porte déverrouillée. Les portes du hall se sont ouvertes à 18h pile, et au lieu de la musique pour la répétition, j'ai entendu le grincement sec des pieds de chaise, sur le parquet. Les tables étaient déjà disposées en demi-cercle, comme pour un dîner de famille, sauf qu'il n'y avait pas de nourriture dessus. Sur les nappes blanches étaient posés des dossiers, des impressions et des verres d'eau. Demain, notre mariage était censé avoir lieu ici. Le vendredi soir, la répétition était censée avoir lieu. Je ne suis pas entré avec des fleurs, ni avec le sourire. Je suis entré avec mon avocat. Marisol se tenait près du mur, dans une robe légère pour la répétition, et tenait son téléphone si fermement, comme s'il pouvait remplacer le contrat pour elle. Sa mère était à côté d'elle. Elma m'a regardé avec l'expression qu'ont les femmes plus âgées, lorsqu'elles regardent un homme qui a déjà été déclaré coupable. Brinden se tenait près des portes du couloir de service. Il portait le costume sombre d'un gérant de salle, mais il n'avait plus l'air d'être le maître des lieux. « Caden, tu es en retard pour la répétition », a dit Marisol. Sa voix tremblait, mais elle gardait le menton haut.
j'ai déposé un mince dossier contenant les notifications sur la table la plus proche. J'avais laissé le dossier de voyage dans le pick-up, sous le siège, pour me rappeler pourquoi tout cela avait commencé. Il n'y aura pas de répétition, ai-je dit d'une voix égale. Elma s'est immédiatement avancée. Tu n'as pas le droit de faire une scène avant le mariage, a-t-elle sifflé. Demain, les gens vont arriver. Des proches font le déplacement. Es-tu un homme ou quoi? J'ai tourné une page vers elle, je ne paie plus pour les mensonges de quelqu'un d'autre. Le silence s'est fait dans la salle. Derrière la porte de service de la cuisine, un plateau a cliqueté, puis le silence est revenu. Marisol a secoué la tête, tu es toujours en colère à cause de Brynden? Je t'ai dit qu'il traversait une période difficile. J'ai regardé Brynden. Il n'a pas soutenu mon regard, il a simplement ajusté sa manchette, et fait semblant de vérifier sa montre. Il traversait une période difficile sans mon argent, ai-je dit. Marisol a halté, n'ose pas. J'ose, ai-je répondu. Parce que mon nom était sur le contrat. Ma carte était liée au paiement contesté. Tu appelles ma maison notre futur nid douillet, même si elle a été achetée avant nos fiançailles. Tu divisais déjà mon pick-up dans les conversations avec ta mère. Et mon entreprise. Mes outils et mon compte retraite n'ont rien à voir avec toi. L'avocat à mes côtés n'est pas intervenu. Il s'est contenté d'étaler les papiers, pour que chaque partie puisse en lire les gros titres. Notification à la salle de réception, notification à la banque, refus de garantie, demande de restitution de la bague de famille. Brynden a fait un pas vers la table, c'est une affaire de famille privée, a-t-il lâché entre ses dents. La salle de réception n'est pas impliquée dans vos querelles personnelles. Une femme en tailleur gris est sortie du couloir de service. La représentante des propriétaires de la salle tenait un dossier avec leur sceau. La salle est impliquée si le gérant a modifié les termes du contrat, a-t-elle dit. Brynden s'est tourné vers elle trop rapidement. Je n'ai rien modifié. Alors vous l'expliquerez à la commission, a répondu la femme. Jusqu'à la fin de l'enquête, vous avez été suspendu de vos fonctions liées au contrat des clients, aux paiements, et aux comptes internes. Marisol a pâli en entendant le mot suspendu devant tout le monde. Son image de sauveuse a commencé à s'effondrer, précisément là où elle voulait recevoir des félicitations demain. C'est temporaire, a forcé Brynden. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons, a dit sèchement la représentante de la salle. La notification de l'avocat, et la coïncidence des frais contestés avec vos dettes personnelles nous suffisent. La direction enquêtera sur le reste. Je n'ai pas ajouté un mot. Les documents ont mieux fonctionné que l'écrit. Elma s'est tournée vers Marisol, quelle dette? Marisol s'est immédiatement accrochée à sa douceur habituelle. Maman, ce n'est pas comme ça. Caden a tout déformé. J'aidais juste une personne en difficulté. Avec l'argent de ton fiancé, a demandé Elma. Pour la première fois depuis des jours, la mère de Marisol ne m'a pas posé la question à moi. Elle l'a posée à sa fille. Nous étions censés devenir une famille, a chuchoté Marisol. Demain, ai-je dit. Pas aujourd'hui, et nous ne le serons pas. L'avocat a poussé une feuille vers elle. Mademoiselle Drin, a-t-il dit avec un calme las, voici une demande de restitution de la bague de famille. La bague appartenait à la mère de Monsieur Shore. Ce n'est pas un cadeau inconditionnel, après l'annulation du mariage. Nous ne nous disputons pas sur des sentiments, nous enregistrons des biens. Marisol a recouvert la bague de sa paume. La pierre a brillé entre ses doigts, et pendant une seconde, ça m'a fait mal. Ma mère portait cette bague lors des anniversaires. Je pensais offrir une pierre, mais c'était de la confiance. La douleur est passée rapidement. L'affaire restait. Enlève-la, ai-je dit. Tu m'humilies, a chuchoté Marisol. Non, je reprends ce qui m'appartient. Elma a ouvert la bouche, mais n'a pas trouvé les mots. La bague ne concernait pas Brynden. Il était préoccupé par les dossiers, sa position, et la femme en tailleur gris. Marisol a lentement retiré la bague, et l'a posée sur une serviette, comme si elle avait peur de toucher la table. L'avocat a pris la bague avec un chiffon propre, et m'a tendu une petite enveloppe. Je l'ai scellée devant tout le monde. Elle ira dans mon coffre-fort ce soir, ai-je dit, comme cela aurait dû être le cas dès le début. Marisol a levé les yeux, tu annules vraiment le mariage la veille de la cérémonie? J'ai jeté un coup d'œil aux chaises, aux fleurs, et au tapis de l'allée près de la fenêtre du fond.
Derrière cette image se cachaient les dettes de quelqu'un d'autre, et des mensonges pour tenter de m'inscrire comme payeur de secours. Le mariage n'est pas annulé, ai-je dit, il s'est terminé à temps. À ce moment-là, Farah est entrée dans le hall. Elle marchait calmement, vêtue d'un pantalon sombre et d'un chemisier blanc simple. Dans ses mains, elle tenait un sac avec des documents. Brynden l'a vue, et son visage s'est décomposé. « Farah, a-t-il dit, tu n'as pas besoin d'être ici. »« J'ai besoin d'être ici, » a-t-elle répondu. Marisol a fait un pas en arrière, comme si Farah n'avait pas apporté des papiers, mais un vent glacial. Je n'avais pas demandé à Farah de se venger, et je n'avais posé aucune condition. Je lui avais juste donné la vérité. Farah s'est approchée de la représentante de la salle, et a posé des copies des relevés bancaires devant elle. « Voici les comptes familiaux, » a déclaré Farah. « Voici les répétitions. Quand mon mari a dit qu'il était en crise, l'argent est venu de personnes à qui il avait promis de l'aide ou des réductions. J'ai déjà déposé une déclaration auprès d'un avocat spécialiste du droit de la famille. Brynden ne vit plus à la maison. » Brynden a fait un pas en avant. « Tu ne comprends pas, » a-t-il forcé, « j'essayais de tout couvrir avec ma vie, son mariage, et son nom. » Farah a hoché la tête dans ma direction. « Non, Brynden. Tu essayais de te cacher derrière nous tous. » Marisol s'est tournée brusquement vers lui, « Tu avais dit que tout était sous contrôle. » Il l'a regardé comme on regarde une personne devenue un témoin inutile. « Tais-toi, Marisol. » Marisol a entendu cela. Ses lèvres ont tremblé. Elle a enfin vu non pas un ex qui traversait une période difficile, mais un homme qui avait besoin d'argent, et d'une femme commode entre lui et les conséquences. Elma s'est approchée de sa fille, « Tu l'as payé ?»« Maman, je voulais aider, » a dit Marisol. « Combien ?» Marisol n'a pas répondu. Dans les papiers, à côté de ce montant, figurait mon nom, Caden Shore, alors j'ai répondu pour elle. Les paiements contestés s'élèvent à 16 100 €. Une partie passera par la banque. Une partie restera la dette personnelle de Marisol, si l'enquête confirme qu'il ne s'agissait pas de dépenses liées au mariage. Elma a fermé les yeux un instant, puis a regardé sa fille. « Tu nous as entraînés là-dedans ?» a-t-elle demandé doucement. Marisol a tressailli, « Je n'ai entraîné personne dans rien. Caden a juste décidé de me punir. »« Non, » ai-je dit, « j'ai décidé de sortir de la combine avant le mariage. » À ce moment-là, mon nom, Caden Shore, n'était plus sous la combine de quelqu'un d'autre, mais sous le refus d'y participer. L'avocat a levé la dernière page. Monsieur Shore se retire de toutes ses obligations concernant l'événement de demain, à l'exception des montants que le tribunal ou la banque reconnaîtrait directement comme sa responsabilité. Après examen. La garantie est contestée. De nouveaux frais sur sa carte sont interdits. La maison, l'entreprise, le pick-up, les outils, et le compte de retraite, ne sont pas liés au litige. Chaque mot tombait de manière égale, juste des faits. Marisol m'a regardé comme si elle attendait un dernier moment de faiblesse, « Et si je dis aux invités que tu m'as abandonné avant le mariage ?»« Dis-le leur, » ai-je répondu. Je leur enverrai une phrase, « Le mariage n'aura pas lieu en raison d'une tromperie financière, et d'une relation cachée avec un ex-marié au point. » Elle a cligné des yeux. Elma Drin, debout à côté de sa fille, était silencieuse pour la première fois, sans lui souffler la bonne intonation. « Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait. » J'ai sorti mon téléphone, et j'ai montré le brouillon d'une courte notification pour les invités, sans détails sordides, seulement l'annulation de la cérémonie, une demande de ne pas venir, et un message indiquant que toutes les questions seraient résolues par écrit. Je l'enverrai après avoir quitté le hall, ai-je dit, pour que personne ne reste devant des portes closes demain. Brynden a soudain ri, un rire court et colérique. Tu crois que ça fait de toi un gagnant? Je me suis tourné vers lui. Non, ça fait que je ne suis pas un payeur. La représentante de la salle a demandé à Brynden de se rendre au bureau. Il n'a pas bougé. Je suis un gérant, a-t-il lancé. Plus maintenant, a-t-elle dit. Vous êtes suspendu pendant l'enquête. Farah a retiré sa bague de son doigt, et l'a mise dans une petite enveloppe. Pas sur la table, pas devant Brynden, mais dans son sac. Ma bague sera chez mon avocat, a-t-elle dit, et le divorce aussi. Brynden l'a regardé avec peur. Farah, parlons-en à la maison. Tu n'habites plus à la maison, a-t-elle répondu. Marisol se tenait entre eux, non plus comme une mariée qu'on aurait lésée. On lui avait enlevé sa salle, son homme,
sa mère de son côté, et l'accès à l'argent d'un autre. J'ai pris l'enveloppe contenant la bague sur la table. L'avocat a rassemblé mes papiers. Nous ne nous sommes pas pressés. Ceux qui comptaient sur le fait que je serais effrayé par la date de demain, étaient ceux qui étaient pressés. À la sortie, Marisol m'a rattrapé. Cadène, a-t-elle dit, sa voix déjà différente, douce comme avant. On peut parler à la maison. Je me suis arrêté aux portes. La maison est à moi. Elle a eu l'air d'avoir été giflée, même si je n'avais pas haussé la voix. J'y habite. Demain matin, tu pourras récupérer tes affaires avec ta mère. Je ne change pas les serrures aujourd'hui, et je ne touche pas à tes affaires. Mais le bureau, les cartes, les documents de l'entreprise et mes comptes te sont fermés à partir de cette minute. Tout le reste se fera par écrit. Par l'intermédiaire d'Hugo. Tu me mets à la porte. Je te ferme l'accès. Elma s'est approchée par derrière pour la première fois, sans intervenir, posant juste une main sur l'épaule de sa fille. Allons chez moi, a-t-elle dit. Marisol s'est retournée brusquement. Maman, tu as entendu ça? Chez moi, a répondu Elma. Et sans sa carte. Je suis sorti dans l'air sec du mois d'août. Ma camionnette était garée au fond, une camionnette personnelle, achetée avant nos fiançailles. J'ai rangé l'enveloppe avec la bague dans la boîte à gants fermée, et ce n'est qu'ensuite que j'ai démarré le moteur. Quand j'ai quitté le parking, Marisol se tenait toujours à la porte de la salle. Ce n'était plus la mariée. Juste une femme qui a choisi son ex, et qui a hérité de ses dettes. Le samedi matin, la voiture d'Elma s'est arrêtée près de ma boîte aux lettres. J'avais déjà réussi à enlever les dernières boîtes de décoration du salon. La maison ne semblait pas plus lumineuse, mais elle était de nouveau à moi. Sur le porche reposaient 2 boîtes vides, pour ses affaires. Marisol est sortie de la voiture, de sombres lunettes de soleil sur le nez. Il n'y avait pas de robe, pas de chaussures blanches. Elma est sortie après elle, avec une liste à la main. Je prends ce qui est à moi, a dit Marisol. Tu le prendras, ai-je répondu, selon la liste. Nous sommes entrés dans la maison. Je ne l'ai pas laissé entrer dans le bureau, le garage, ou la réserve où se trouvaient les outils. Les clés de l'entreprise étaient dans ma poche, les documents de l'entreprise, dans une armoire verrouillée. Le compte de retraite n'existait que sur des relevés, auxquels elle n'avait pas accès, et n'en aurait pas. Elle a pris ses vêtements, ses cosmétiques, quelques boîtes de vaisselle, et un cadre photo. Je n'ai pas discuté. Le passé pouvait aussi lui appartenir, si elle voulait l'emporter dans une boîte. Dans la chambre, Marisol s'est attardée près de la table de chevet. Où est la bague? Dans le coffre-fort. Tu aurais pu la laisser, jusqu'à ce qu'on discute. Il n'y aura pas de discussion. Tu as tout rayé si facilement. Non, je ne t'ai tout simplement pas laissé me rayer. Dehors, Elma fermait le coffre. Elle ne s'était pas mêlée à la dispute, et n'avait pas exigé que je sois un homme. Une nuit lui avait suffi, pour comprendre. Sa fille n'avait pas perdu un fiancé, elle avait perdu une couverture. Lorsque les cartons ont été emportés, Marisol s'est arrêtée dans la cuisine. Le comptoir n'affichait plus de liste de mariage, ni de reçu de fleurs, seulement la clé de la maison, qu'elle devait laisser. Je n'ai nulle part où vivre, à part chez ma mère, a-t-elle dit. Tu as une mère, un travail, et des dettes que tu as toi-même créées. Brinden a dit qu'il s'occuperait de tout. Brinden s'occupe de son enquête et de son divorce, maintenant, ai-je dit. Il ne te sauvera pas. Marisol a ricané doucement, mais il n'y avait aucune force dans ce son. Alors, tu es heureux? Non, je suis libre. Elle a posé la clé sur le comptoir de la cuisine où, mardi, elle s'était tenue avec son téléphone, et la demande de quelqu'un d'autre. La clé a heurté la pierre, d'un bruit sec et court. Tu as fait le choix de penser à toi, a-t-elle demandé. Oui. Elle s'attendait à plus, à de la pitié, à une dernière leçon. Je n'ai rien ajouté. Après que la voiture d'Elma a quitté l'allée devant le garage, j'ai fait le tour de la maison. Mes outils étaient dans le garage, le téléphone de l'entreprise clignotait dans le bureau. Un client avait laissé une demande pour lundi. La vie ne s'était pas arrêtée. À l'heure du déjeuner, le premier message d'un invité est arrivé, puis un deuxième, puis quelques autres. J'ai répondu par une seule phrase, la cérémonie est annulée. Les questions financières personnelles sont résolues par écrit. Pas un seul mot sale, pas un seul détail pour les curieux.
La banque a confirmé que les nouveaux frais sur la carte contestée étaient bloqués, dans l'attente de l'enquête. L'avocat m'a informé que la salle de réception avait accepté mon refus de la garantie contestée, pour examen. Un représentant de la salle a envoyé un court email, Brinden est temporairement suspendu de l'accès au contrat et au paiement. Et Farah, séparément, a écrit qu'elle avait entamé une procédure de divorce. Le samedi soir, la maison était silencieuse. Pas festive et pas lugubre, juste silencieuse. J'ai garé le pick-up dans le garage, vérifié les serrures, et ouvert le coffre-fort. L'enveloppe contenant une bague reposait à côté des documents de la maison, des papiers de l'entreprise, et des relevés du compte retraite. Tout ce qui était à moi le restait. J'ai fermé le coffre-fort et, pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai soufflé un bon coup. Le lundi matin, j'ai placé le dossier noir de la lune de miel, sur le siège passager du pick-up. À l'intérieur, il n'y avait plus de réservation pour deux. L'avocat m'avait aidé à modifier le voyage, pour qu'il devienne mon voyage personnel. Ce matin-là, Farah avait déjà choisi sa voie via le divorce, et j'avais choisi la route que j'avais moi-même payée, et que je n'allais pas abandonner au mensonge de quelqu'un d'autre. J'ai traversé mon quartier lentement. Les pelouses devant les maisons étaient brûlées par le mois d'août. Au coin de la rue, un vieux voisin a levé la main en guise de salut. Il n'a pas posé de questions sur le mariage. L'aéroport de Billings m'a accueilli avec une odeur de café, et de béton surchauffé. J'ai garé le pick-up, sorti mon sac, et attrapé le dossier noir. À l'entrée, mon téléphone a sonné. Le nom de Marisol s'est affiché sur l'écran. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé la sonnerie aller presque jusqu'au bout. Puis j'ai décroché. Caden. Sa voix était faible. Tu pars vraiment? Oui. Seul. Seul. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Puis, sa voix est devenue plus sèche. Tu n'aurais pas au moins pu annuler le voyage, après tout ça? J'ai baissé les yeux vers le dossier noir. Mardi, elle avait demandé d'annuler notre voyage à cause de Brinden. Maintenant, elle prononçait à nouveau le mot « annuler », mais il n'avait plus aucun sens. Il n'y a plus rien à annuler maintenant, ai-je dit. Elle est restée silencieuse. Brinden ne répond pas, a soudainement lâché Marisol. Sa femme a pris la moitié des documents. La salle ne le laisse pas approcher des comptes. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Il a toujours eu besoin de temps, ai-je répondu, et de l'argent des autres. Je ne pensais pas qu'il se servait juste de moi. Tu pensais te servir de ma douceur, ai-je dit, tu ne t'es trompé que sur une chose, je ne suis pas doux quand on me trahit. Elle a sangloté. Mais je n'ai pas écouté la suite. La conversation ne changeait plus rien. La maison était à moi. L'entreprise fonctionnait. Le pick-up était garé à mon nom. Le compte retraite était fermé aux mains étrangères. La bague de ma mère était dans le coffre-fort. Il n'y avait pas de mariage. Marisol n'avait aucun accès à mon argent. Adieu, Marisol, ai-je dit. Caden, attends. J'ai mis fin à l'appel. Au comptoir d'enregistrement, l'employé a demandé si je voyageais seul. J'ai posé mon passeport et mon billet sur la table. Seul, ai-je dit. Elle a hoché la tête, et imprimé la carte d'embarquement. Je l'ai mise dans le dossier noir, le même que j'avais un jour voulu ouvrir à côté de ma femme. Avant le contrôle de sécurité, je me suis tourné vers les portes vitrées. Derrière elles, se trouvait la ville, la maison, le garage, le travail, les factures, et le silence que j'avais choisi, au lieu d'un mariage basé sur des mensonges. Marisol avait perdu le mariage, le statut social, et le portefeuille d'un autre. Brinden avait perdu son poste pendant l'enquête, sa couverture, et sa femme qui avait entamé une procédure de divorce. Farah avait quitté son mariage, non pas avec un cri, mais avec des documents, et j'avais sauvé ce que j'avais construit, avant eux tous. J'ai avancé, tenant le dossier noir sous le bras. Il n'y avait pas de lune de miel, il y avait mon voyage, et je n'avais plus besoin de sauver qui que ce soit, à mes propres frais.